Sur RFM. RFM Midi. Souleymane Niang. Au sommaire du journal, le bilan de l'explosion d'une bonbonne de gaz à Derklé qui n'en finit pas de s'alourdir. 7 morts après le décès de l'un des blessés graves. Nous retournerons sur place en direct dans cette édition. Affaire de la mort d'une femme au cours de son interpellation par la gendarmerie à Ngor. Le procureur de la République annonce que l'autopsie a conclu à une mort naturelle consécutive à une pancréatite hémorragique aiguë. À suivre également la réaction de la famille de Marie Samb à la version du procureur. Également à la une de l'actualité, Mohamed Boun Abdallah Dionne, candidat déclaré à la présidentielle de 2024. Il a déclaré sa candidature dans une longue lettre avec ce leitmotiv « Je m'engage ». À la fin de cette édition, le journal du Gamou. À la mise en onde, Alioune Ba. Souleymane Niang. Le bilan de l'accident domestique survenu vendredi dernier dans une maison de la commune de Dieuppeul-Derklé s'est aggravé ce matin avec la mort de l'un des blessés, portant à 7 le nombre de morts. Il reste encore des blessés graves. Nous nous rendons tout de suite sur place avec notre reporter Nafissatou Silla. Bonjour. Bonjour Souleymane. Que peut-on ajouter à ces informations? Quelle est l'ambiance dans le quartier? Effectivement, c'est la tristesse et la consternation ici à Derklé, plus précisément dans le quartier dénommé Éthiopie. En effet, Souleymane, on a noté ce matin un 7e décès, malheureusement, et il s'agit de la seconde domestique. Son mari d'ailleurs très serein, sans remettre à Dieu, et a décidé de l'enterrer ici à Dakar plutôt qu'au village. Ce sera certainement demain parce qu'ils sont en train de régler toutes les pièces et autres actes de décès ou d'inhumation. Aujourd'hui, ce sont les 5e et 6e personnes décédées qui seront inhumées. Ce sera à partir de 14h et parmi ces personnes, l'aîné de la famille, Diouf. Et selon un habitant du quartier, la prière mortuaire se fera sur place parce que l'état des corps ne permet pas de beaucoup les manipuler. Et ils seront directement acheminés au cimetière de Yoff. Et pour l'heure, toute la commune, on peut le dire, est mobilisée. Principalement ce quartier de Derklé, avec un élan de solidarité aussi bien physique que financier, Souleymane. Merci Nafissatou Silla qui était en direct du quartier Éthiopie de la commune de Dieuppeul-Derklé. Je vous le rappelle, le bilan donc de l'explosion d'une bonbonne de gaz, c'était vendredi dernier dans ce quartier, s'est alourdi avec le décès d'une 7e victime. Un médecin anesthésiste réanimateur déplore l'absence d'un centre de traitement des grands brûlés dans notre pays. Il juge urgent d'en construire un pour sauver des vies. Le docteur Bakary Thior est en service à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff où les victimes de l'explosion d'une bonbonne de gaz étaient prises en charge dans un premier temps après le drame. Nous l'écoutons avec El Hadj Ndiogou Diène. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'il n'y a pas de structure qui est spécifiquement dédiée à la prise en charge des brûlés au Sénégal. Néanmoins, dans toutes les structures du pays, il y a des services de réanimation où sont pris en charge donc les brûlés graves en collaboration donc avec les autres spécialistes comme les orthopédistes. Les brûlures légères sont aussi pris en charge le plus souvent dans les services d'orthopédie. Mais l'idéal serait d'avoir un centre spécialisé dans cette prise en charge-là, où vraiment les soins seraient faits de manière très encadrée avec tout ce que ça demande comme moyens et comme ressources humaines. Est-ce normal pour un pays comme le Sénégal de ne pas disposer à l'heure actuelle de centre de traitement des grands brûlés? Bon, en tout cas en 2023 quand même, au XXIe siècle, dans un pays émergent, c'est vraiment en tout cas incompréhensible de ne pas avoir en tout cas une structure de la sorte. Je pense qu'aujourd'hui, il est impératif que ce centre-là voit le jour pour que vraiment les grands brûlés puissent être très bien pris en charge donc au Sénégal. Néanmoins, la prise en charge se fait actuellement, tant bien que mal. On sauve beaucoup de brûlés dans les services de réanimation où se fait actuellement la prise en charge. C'est une prise en charge qui est très bien connue, bien coordonnée, qui se passe souvent quand la brûlure est grave dans les services de réanimation. C'est des protocoles bien écrits que les médecins maîtrisent bien. Et même actuellement, on a au Sénégal
des docteurs, anesthésistes-réanimateurs ou bien des médecins urgentistes ou bien des médecins généralistes qui sont spécifiquement spécialisés dans la prise en charge des cas de brûlure, ce qui rend la chose plus facile. Venons-en maintenant à cette affaire de décès au cours d'une interpellation d'une jeune femme à Ngor. C'était lors d'une opération de la gendarmerie le 19 septembre dernier. La victime, Marie Samb, autrement appelée Marie Gueye, doit être inhumée à l'instant même par sa famille. C'est à ce moment-là que le procureur de la République a publié un communiqué dans lequel il donne des informations sur les circonstances du décès, évoquant une autopsie qui a été réalisée après le drame. Il parle d'une mort naturelle, bien que l'enquête se poursuive. Synthèse avec vous, Famadion. Tout serait parti d'une patrouille organisée par des éléments du poste de gendarmerie d'Ngor, une patrouille qui a eu lieu le 19 septembre dernier. Ainsi, 7 filles ont été interpellées, dont Marie Samb, dite Marie Gueye, la personne décédée. Selon le communiqué, alors que les mises en cause étaient sur le point d'être embarquées, Marie Gueye a eu un malaise et est décédée quelques instants après. Ainsi, selon le communiqué du procureur de la République, l'autopsie qui a été ordonnée pour déterminer les causes de son décès a conclu à une mort suite à une pancréatite aiguë hémorragique et une absence de signes traumatiques. Ainsi, selon le chef du poste de la gendarmerie d'Ngor, la victime avait eu une crise juste après son interpellation. Elle serait même sujette à des crises répétitives qui seraient liées à des considérations purement traditionnelles appelées rap en Wolof, d'après les renseignements recueillis auprès du frère de la victime, un certain Kherungor, sans autre précision. Le communiqué renseigne que l'enquête est en cours et que l'audition du témoin Kherungor, prévue incessamment, et celle des gendarmes ayant participé à l'opération, permettra d'élucider les circonstances de la mort de Marie Samb. Au parquet qui a publié donc ce communiqué, le collectif Ngor Debout demande ce qui pourrait être à l'origine de ce malaise conduisant à une mort naturelle, comme le dit le procureur. Modou Ndiaye persiste et signe. Le décès a été provoqué par l'interpellation de la dame. Nous l'avons joint il y a un instant. Le voici avec Koumba Sandiane Faye. Je dirais à monsieur le procureur juste une chose. Est-ce que si la fille n'a pas été interpellée, est-ce qu'elle serait morte aujourd'hui? Est-ce que s'il n'a pas été provoqué dans son plus profond, la plus profonde honneur, est-ce qu'elle serait morte aujourd'hui? C'est ça la question. C'est juste ça la question. L'homme de l'art a dit qu'elle est morte de mort naturelle, certes. Mais qu'est-ce qui a provoqué sa mort naturelle? Parce qu'elle était à 1 heure de sa mort, ou à 30 minutes de sa mort, elle était en train de prendre un sandwich avec des amis. S'il n'y avait pas cette interpellation, est-ce qu'elle serait morte aujourd'hui? C'est deux choses différentes. Parce qu'il y a 7 personnes qui ont été interpellées. Oui, c'est vrai. Cette procédure-là, on a trouvé ça, que c'était nécessaire par rapport à la localité de Ngor. Mais à côté de cela aussi, il y a mort d'homme par rapport à une situation. On a évoqué la manière dont elle a été interpellée. On lui a juste demandé sa pièce d'identité. Elle a donné sa pièce d'identité. Il y a eu un échange. Ça, c'est les témoins qui l'ont dit. Il y a eu un échange. Et cet échange-là a provoqué tout ce qui s'est passé ensuite. C'est ça aussi. Il faut pas qu'on mette ça de la procédure qui a provoqué la mort de cette dame, qui a laissé derrière elle des jumeaux de moins de 2 ans. Qui allait jusqu'au moment où je vous parle. Et des jumeaux qui allait. Désolé, aujourd'hui, vous voyez, c'est le procureur. Là où on devait aller porter plainte, c'est là où on vient de recevoir cette déclaration. C'est au niveau du procureur qu'on porte plainte, à mon avis. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Présidentielle 2024, Mohamed Boun Abdallah Dionne passe outre la demande de Macky Sall. Malgré les nombreuses rencontres entre les deux hommes, l'ex-premier ministre a décidé de faire cavalier seul. Il a officialisé ce jeudi sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Mohamed Boun Abdallah Dionne a aussi profité pour décliner sa vision du Sénégal, dont il sera le président sous le titre « Je m'engage ». Anna Rocha. Mohamed Boun Abdallah Dionne ne suivra pas Amadou Ba. L'ancien Premier ministre du Sénégal a décidé d'aller à contre-courant du choix du leader de la coalition de la majorité, Benno Bokk Yakaar. Il s'engage et déclare officiellement sa candidature à la présidentielle de février prochain. Selon Mohamed Boun Abdallah Dionne, les intérêts supérieurs du Sénégal devront toujours, je cite, déterminer notre attitude et c'est pourquoi, ajoute-t-il, il s'engage. Son ambition est de refonder et de réajuster les règles de la vie économique, politique et sociale dans une vision commune de l'avenir.
En tournant le dos au président Macky Sall, Boun Dionne admet aujourd'hui que les tensions politiques et sociales exigent, je cite encore, un processus sincère d'apaisement et de réconciliation nationale. Il s'engage pour un pacte nouveau qui réconcilie la République avec sa jeunesse, dont le malaise nécessite l'adoption urgente d'une nouvelle politique nationale de jeunesse. Sa vision de ce Sénégal nouveau est aussi de promouvoir une véritable souveraineté économique. Confiant, Mohamed Boun Abdallah Dionne décline dans sa déclaration réformes et projets pour un Sénégal souverain, industrialisé, inclusif et émergent. Mohamed Boun Abdallah Dionne qui annonce une conférence de presse après le Gamou. La candidature de l'ancien Premier ministre du Sénégal à la présidentielle donc, de 2024 vue par un analyste politique. Selon Hassan Samb, il s'agit d'une révolte. L'ancien Premier ministre veut montrer sa présence sur la scène politique. Il est joint par Fama Dione. La candidature de Boun Abdallah Dionne qui surprend par ailleurs n'est rien d'autre qu'une sorte de rebuffade. Il s'agit simplement de sa part de se révolter pour éviter d'être enterré politiquement parlant. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que pendant longtemps il avait été mis au frigo. Il attendait d'être réhabilité. Ça n'a pas été le cas. Apparemment, il n'a pas reçu aussi de garantie quant à la possibilité d'être également dans l'attelage gouvernemental si jamais Amadou Ba gagnait, et toutes choses qui font que voilà, il a adopté cette stratégie dans le souci simplement d'attirer l'attention davantage sur lui et peut-être de davantage négocier avec le président du parti et de la coalition et afin de trouver un consensus pour qu'il soit davantage considéré et pourquoi pas responsabilisé certainement dans le futur. Quant au candidat désigné de la coalition Benno Bokk Yakaar, le Premier ministre Amadou Ba était à Pire hier pour le lancement officiel des travaux de construction de la route Pire-Meouane. La réalisation de ce tronçon est une vieille doléance des populations. Le chef du gouvernement assure que les travaux vont bientôt démarrer. Cheikh Anta Diop. Pour une première dans son histoire, l'arrondissement de Meouane va bénéficier d'une route goudronnée de plus de 10 km. Cheikh Sall, le maire de Meouane. La simple évocation de la route de Meouane suscite dans nos esprits un sentiment de peine, un sentiment de calvaire. Une doléance de plus de 70 ans est aujourd'hui satisfaite pour poser un axe qui sera à jamais gravé dans la mémoire collective des populations de cette célèbre contrée de Saniokhor. Dans les projections, le directeur général de l'AGEROUTE annonce que le délai sera respecté. Nous allons respecter le délai. La route sera livrée en septembre 2024. Le Premier ministre Amadou Ba, qui a procédé au lancement des travaux, donne rendez-vous aux populations de Pire et Meouane l'année prochaine. J'ai évité de faire un discours. Je dis je préfère revenir ici l'année prochaine pour pouvoir procéder à l'inauguration parce que la durée des travaux est fixée pour une année. Il y avait une très bonne ambiance. Les populations de Pire et Meouane ont chanté et dansé pour dire merci au chef de l'État. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À 12h14, allons à Kaolack où la gestion des déchets solides constitue un problème majeur, ce qui a conduit à la tenue d'un colloque national réunissant tous les acteurs concernés. Cette initiative est portée par la Caritas en collaboration avec l'Université du Sine Saloum dans le but d'améliorer la protection de l'environnement. Par ailleurs, l'application de la loi sur les plastiques est très attendue pour résoudre cette question environnementale persistante. Compte rendu, Fatou Mbow. Ce colloque national sur la transition écologique équitable et la gestion des déchets solides au Sénégal a rassemblé l'ensemble des parties prenantes afin de trouver des solutions. El Hadj Malick Sémou Diouf est l'adjoint au gouverneur de la région. Nous avons également l'effet anthropique, c'est-à-dire la main de l'homme, avec de fortes dégradations. Il était donc heureux de voir que des universitaires, des maires bien voulu tenir ce colloque pour permettre de formuler des recommandations qui iront dans le sens de l'amélioration de la protection de l'environnement ici au Sénégal. Un défi pour Caritas et ses partenaires nécessitant
Une sensibilisation, comme l'a souligné Abbé Etienne Denendong, directeur diocésaine de Caritas de Kaolack. L'ensemble des acteurs puissent être conscients des défis liés au changement climatique, surtout en termes de gestion des déchets. La mise en application de la loi sur le plastique reste une priorité, d'où la nécessité d'une collaboration étroite entre les acteurs. Voir comment faire pour unir les efforts autour véritablement de l'amélioration vraiment de l'application de cette loi. Ainsi démarre le colloque national visant à améliorer la gestion des déchets solides au Sénégal. Caritas, en partenariat avec l'Université du Sine Saloum, s'investit activement dans cette initiative pour atteindre les objectifs fixés. Fatou Kaolack, Radio Futur Média. À Ziguinchor, le contenu de la loi d'orientation sociale est presque méconnu des personnes en situation de handicap pour qui la loi est élaborée. L'absence de vulgarisation est pointée du doigt par les concernés qui parlent de conséquences fâcheuses. Pour lutter contre cette ignorance des textes, une cinquantaine de personnes handicapées s'est penchée sur le contenu pour mieux l'expliquer après. La correspondance de Lamine Ba. C'est un paradoxe que les personnes en situation de handicap n'arrivent pas à expliquer. La loi d'orientation sociale conçue pour favoriser leur inclusion reste encore méconnue par les destinataires, ce qui constitue un frein à l'épanouissement des personnes en situation de handicap. Mamadou Diallo, président du collectif des personnes en situation de handicap de la commune de Ziguinchor. L'ignorance de ces lois fait que nous sommes toujours confinés dans d'autres coins, sans appui, sans aide. Et puis ce qui est grave encore, cette ignorance des droits. Les personnes interviennent au niveau des personnes handicapées comme des aides assistanales. C'est pour lutter contre cette ignorance des textes sources de plusieurs mots que la direction régionale de l'action sociale a outillé une cinquantaine de personnes en situation de handicap. L'objectif est de leur faire jouer le rôle de relais auprès de leurs pairs pour améliorer la vulgarisation de la loi. Seyd Nourou Thiam, directeur régional de l'action sociale de Ziguinchor. C'est bien de voter une loi, mais si cette loi n'est pas bien comprise par les cibles, il y a problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les différents participants qui viennent des 3 départements seront renforcés en capacité par rapport à la loi d'orientation. Ces articles, ce que dit chaque article, et une fois au retour sur place, eux-mêmes seront de relais auprès de leurs pairs. Les bénéficiaires de la formation estiment que les nouvelles acquisitions vont peser dans le combat pour l'application de la loi en elle-même. Le renforcement de capacité en ce qui concerne relatif aux droits des personnes handicapées doit être une action permanente et régulière. C'est pourquoi nous réjouissons fortement de cet atelier, parce que permettant de rappeler aux gens que nous avons donc des droits, et actuellement ce qui nous préoccupe le plus, c'est le respect et la mise en œuvre de nos droits à travers la société. Ziguinchor, comme d'autres régions, connaît un faible niveau d'application de la loi d'orientation sociale en faveur des personnes handicapées. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Niger, le président déchu Mohamed Bazoum a saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour sa libération. La requête a été déposée le 18 septembre dernier par son avocat, maître Seydou Diagne. Il invoque une arrestation arbitraire et une violation de la liberté d'aller et venir du président Bazoum. Maître Seydou Diagne, que je vous propose d'écouter. Ce qui motive la requête, ce sont les graves violations de ces droits de l'homme, notamment ses droits à la liberté de mouvement, contre la détention arbitraire, la séquestration dont il a fait l'objet, parce que celui qui a fait le coup d'État, le général Tiani, n'était pas habilité à procéder à une arrestation. Donc c'est un coup de force qui est en plus interdit par le protocole et les instruments juridiques de la CEDEAO. Voilà ce qui motive un peu la saisine de la Cour de justice, afin que les droits de l'homme qui ont été violés soient constatés, que leur libération immédiate, celle de monsieur le président Bazoum, de sa femme et de son fils, soit ordonnée immédiatement contre l'État du Niger. Nous demandons également, bien évidemment, le retour à l'ordre constitutionnel au Niger par la remise du pouvoir au président Bazoum, qui a acquis ce pouvoir par les élections dans la sous-région et dans la charte de l'Union africaine. Les putschs et les changements anticonstitutionnels sont interdits. Donc, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on devrait s'accommoder d'une situation où des militaires prennent le pouvoir alors que des élections sont organisées dans le pays. Si on accepte les coups d'État, ce n'est plus la peine, je pense, d'organiser des élections
élections dans les nations démocratiques. Mais aussi et surtout, c'est une violation des droits politiques de monsieur le président Bazoum, qui a un mandat électif qu'il doit exercer jusqu'à son terme. Je rappelle pour terminer qu'il a été élu à la suite d'une décision de justice. Il y a un arrêt de la Cour Conseil constitutionnel du Niger du 21 avril qui dit qu'il est élu pour un mandat de 5 ans, qui doit prendre fin normalement en avril 2026. Quelles sont les nouvelles que vous avez du président Bazoum? Non, mais mon client est un otage. Il est séquestré, etc. Et pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de s'exprimer sur cette question. Hier, le régime militaire issu du coup d'État au Niger a annoncé la création d'une commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale. Elle a pour mission principale le recouvrement de tous les biens publics illégalement acquis ou détournés. En République démocratique du Congo, le président Tshisekedi demande le retrait rapide de la MONUSCO. Oui, un retrait accéléré des casques bleus de l'ONU, regrettant que ces derniers n'aient pas pu tenir tête aux groupes armés. Félix Tshisekedi s'exprimait à la tribune de l'ONU. Khadija Touane. Pour le président de la République démocratique du Congo, il est temps pour la RDC de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Il estime que, dans cet objectif, le retrait progressif de la mission de maintien de la paix de l'ONU, MONUSCO, et de ses plus de 15 000 casques bleus est une étape nécessaire pour consolider des progrès déjà réalisés. Le président congolais a déploré que les missions onusiennes présentes depuis près de 25 ans n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Il a demandé à son gouvernement d'entamer des discussions avec l'ONU pour le retrait accéléré de la MONUSCO en ramenant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023, date des prochaines élections. Ces discussions autour du retrait de la MONUSCO interviennent alors que l'ONU a fait face à une série d'attaques et de manifestations contre la présence des casques bleus en République démocratique du Congo. En Afrique du Sud, au moins 3 morts lors d'un exercice de la marine. L'accident a eu lieu lorsqu'un sous-marin de l'armée en route vers le Cap a opéré une manœuvre de ravitaillement. L'opération en mer qui nécessite l'intervention d'un hélicoptère déposant depuis les airs l'approvisionnement à bord a mal tourné lorsque de fortes vagues ont frappé le submersible. La visite du roi d'Angleterre en France, Charles III, s'est exprimée ce matin au Sénat. Le souverain britannique a plaidé pour une nouvelle entente avec Paris sur le climat. Charles III a aussi assuré la détermination inébranlable de Londres et Paris à soutenir l'Ukraine. C'est la première fois, Souleymane, qu'un souverain britannique s'exprime devant la Chambre haute du Parlement français. Merci Georges Détier Diop. RFM Sport. Le journal des sports à la présentation, Chertidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Souleymane, et bonjour à tous. La FIFA a rendu public ce matin le classement de ce mois. Le Sénégal perd du terrain. Oui, avec un match nul et une défaite enregistrée lors de la dernière trêve internationale, le Sénégal se retrouve avec des points perdus sur la scène africaine. L'équipe dirigée par Aliou Cissé, toujours deuxième derrière le Maroc, qui actuellement classé 13e au classement mondial. Les Lions occupent la 20e place mondiale dans un classement dominé par l'Argentine qui conforte sa première place devant la France et le Brésil 3e. L'équipe nationale de football de sourds ou alors des malentendants a plutôt quitté Dakar ce matin. Finalement, destination la Malaisie pour participer au championnat du monde. En ouverture de son tournoi, les champions d'Afrique en titre croiseront samedi l'Argentine. Souleymane Barofomba, que je vous propose d'écouter au micro de Mamadou Omarba. C'était juste avant de décoller ce matin. Nous jouons notre premier match le samedi à 20h contre l'équipe de l'Argentine. Donc nous remercions tous les Sénégalais qui nous ont accompagnés sur les moments difficiles. Et nous remercions le président de la République, M. Macky Sall, et le premier ministre, M. Amadou Ba. Donc nous remercions toute la presse sénégalaise. Nous demandons aux Sénégalais de prier pour l'équipe nationale des sourds du Sénégal pour gagner cette compétition. Parce qu'on sait qu'on peut le faire. Donc avec vos prières, nous pouvons le faire. Donc nous demandons vos prières. Voilà, l'équipe qui arrive donc demain à 17h GMT en Malaisie. Bientôt le démarrage du championnat national, la Ligue 1 et la Ligue 2.
Et jusqu'à présent, la SAC Niambour qui va évoluer plutôt en Ligue 2 est toujours dans des difficultés. Les membres de ce club déplorent le fonctionnement du bureau dont ils réclament le remaniement. Ils exigent par ailleurs la satisfaction de toutes leurs revendications. Et là-dessus, nous allons écouter Cheikh Amaladiaï, c'est le secrétaire général du comité des supporters de la SAC Niambour au micro de Nafissa Touyaï. Nous avons constaté que nous sommes à moins de 30 jours du démarrage du championnat de Ligue 2. Et jusqu'à maintenant, il n'y a aucune avancée significative au niveau de notre club. L'année dernière, nous avons joué la Ligue 2. Et tout le monde sait que tous les sportifs sénégalais savent que la place du Ndiambour, ce n'est pas en Ligue 2. Toutes les équipes ambitieuses sont dans le marché des transferts, dans le recrutement. Et ici à Louga, jusqu'à présent, on ne peut pas dire tel ou tel joueur. Nous allons compter sur tel ou tel joueur pour la saison à venir. Vous voulez sur vos différentes revendications? La majeure partie des revendications que nous avions l'année dernière n'ont pas été satisfaites parce que l'année dernière, on avait demandé à ce que le bureau soit remanié, mais on a constaté que ce sont les mêmes personnes qui sont là depuis 6 ans. Et jusqu'à présent, on compte sur ces personnes, même si ces personnes aussi doivent continuer cette année aussi. Ce que nous réclamons, c'est qu'ils nous disent, voilà notre plan d'action. C'est comme ça que nous allons compter travailler pour la saison à venir. Mais jusqu'à présent, on n'a rien entre les mains. Nous avons un problème avec le système, c'est-à-dire la manière dont il procède. Mais nous n'avons pas de problème personnel avec Moustapha Diop. C'est pas la personne de Moustapha Diop qui nous entraîne, mais c'est la manière dont il procède que nous décrions. Abbas vient de dire qu'il y a des postes plutôt politiques. Des postes politiques, chacun a ses appréciations par rapport à ces postes, mais ce que nous avons constaté, c'est qu'il a l'habitude de travailler avec ses collaborateurs. Et ses collaborateurs aussi ont la chance d'être dans le milieu politique comme dans le milieu sportif. On ne peut pas lui reprocher de travailler avec ses collaborateurs, mais ce que nous déplorons, c'est que ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, il faut s'arrêter et faire une évaluation et faire des remaniements si possible. Comme toute revendication, si les revendications ne sont pas satisfaites, on est obligé de passer par la vitesse supérieure. Nous lançons un appel à la population lougatoise, mais aussi à l'équipe dirigeante, parce que c'est eux qui détiennent les destinées du Ndiambour. L'Europa League prend le relais de la Ligue des Champions ce soir. Et on va suivre particulièrement la sortie de l'Olympique de Marseille d'Iliman Ndiaye qui est en déplacement à Amsterdam pour y croiser Ajax, match prévu à partir de 19h. Marseille dans la crise après donc la démission de son entraîneur Marcelino. À noter aussi qu'il y a d'autres rencontres, notamment Liverpool qui joue un peu plus tôt à 16h45 lors de son déplacement à Lask. Précise également cette rencontre entre Panathinaikos et l'équipe de Villarreal à 16h45, tout comme Rennes contre le Maccabi Haïfa. Autre match attendu concernant bien entendu cette compétition de l'Europa League. West Ham United va accueillir Bakatopla et puis Olympiakos jouera contre la formation de Fribourg, Suleiman. Basketball pour finir. Et nous parlons de Raoul Toupane qui devrait être le prochain directeur technique national du basketball sénégalais. Proposition a été faite par la fédération qui attend la validation par le ministère des Sports. Sodekam. La Fédération sénégalaise de basketball a finalement proposé au ministère des Sports Raoul Toupane, jusqu'ici directeur technique national adjoint, pour succéder à Moustapha Gaye. Un choix qui n'est pas fortuit, selon Ousmane Diallo, entraîneur de l'AS Ville de Dakar. Maintenant, le choix est porté sur lui. Vous savez, le directeur technique est nommé et proposé par le président. Donc, c'est un poste qui concerne le président parce que c'est un poste de confiance. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc, c'est un choix du président. Donc, tout le monde respecte ça. Son homologue de GBA va dans le même sens. Pour Malik Bachir, Raoul Toupane peut mener à bien cette mission. Je sais qu'il a beaucoup d'expérience et il a fréquenté Tafa. C'est un très bon choix, d'autant plus qu'il a bourlingué sa bosse un peu partout à travers le Sénégal. Il a de l'expérience. Comme DT adjoint, il a su gagner beaucoup d'expérience par rapport à Tafa. Ce sera bénéfique parce que Tafa est un très bon DT. Malik Bachir Diop, tout comme Ousmane Diallo, pense que le prochain DTN devra se pencher sur la petite catégorie. Sur la petite catégorie, on trouvait nos meilleurs joueurs et on allait chercher des Sénéf. Mais la majeure partie de nos joueurs en équipe nationale A jouent à l'extérieur. Moi, les gosses préfèrent partir à l'extérieur. Il ne faut pas qu'on se focalise sur les équipes A. Nañ dugg ci petite catégorie bu liggéey ci lu bari chantier bu ngandee gu noonu nag parce que ba léegi jusqu'à présent mun naa xam ne tout le monde a échoué. Par rapport au chantier, oui, c'est vrai que il y a un peu d'urgence chez l'équipe féminine par rapport au tournoi pré-olympique parce qu'il paraît que c'est au mois de février. Je pense qu'ils vont trouver des solutions pour pouvoir commencer à travailler pour l'équipe féminine pour le tournoi de pré-olympique, je pense. Raoul Toupane est diplômé de la faculté des sciences du sport de l'université de Leipzig et est titulaire de plusieurs diplômes d'entraîneur de basketball. Il a été entraîneur de l'ASFA et de Saint-Louis Basket Club. À vous, Suleiman, pour la suite. Merci, cher Tidiane. Electronic Corp, avec sa marque Enduro, l'endurance de la qualité, vous offre votre revue de presse. On retrouve Georges Détié Diop.
Ça grimpe encore. Le bilan de l'explosion d'une bonbonne de gaz à Derklé. Il est passé à 6 morts. Vox Populi renseigne qu'après Sagar Diouf, Diankou Diagne, Serigne Saliou Diouf, Khadim Diagne, El Hadj Ibrahima Diagne, âgé d'une 50aine d'années, et Aïssa Toutine, une aide ménagère, a succombé à ses blessures. Mais qu'est-ce qui a provoqué le drame? Source A indique que le téléphone portable est la seule piste des enquêteurs, même si celle-ci n'est pas encore confirmée, du moins jusqu'à hier. Selon le confrère, Sagar Diouf, membre de l'association des veuves et du réseau des femmes de Dieuppeul, utilisait son téléphone portable à proximité de la bonbonne de gaz. Source A rapporte qu'alors que sa maman était prise au piège par l'explosion, Niankou Diagne, en tenue de sport, ne pouvait point assister à la scène douloureuse sans réagir. C'est ainsi que le jeune sportif a pris son courage à deux mains pour tenter de sauver sa maman au milieu des flammes. Malheureusement, ils perdront tous les deux la vie. Une pathologie qui risque de faire perdre la vie à plusieurs personnes, l'hypertension artérielle. Là, fait état de chiffres effarants. Un adulte sur 3 touché, multiplication par 2 du nombre de malades, risque d'enregistrer 76 millions de décès d'ici à 2050. En politique, l'observateur s'arrête sur les manifestations contre le président de la République à l'étranger et fait état d'une fin chahutée. Selon l'Obs, la visite du chef de l'État aux États-Unis pour assister à l'Assemblée générale des Nations unies n'a pas été de tout repos. Macky Sall a été hué par des militants de l'opposition. Un spectacle violent a été offert au monde entier. Ainsi, Direct News affirme que l'opposition, réduite au silence par Macky Sall au Sénégal, transfère le combat à l'étranger. Pendant ce temps, le Premier ministre a effectué une visite hier à Tivavone, une visite aux allures de campagne, constate l'observateur. Au même moment, des leaders de l'opposition comme Malick Gakou et Bougane Gueye sont interdits de manifestation dans le pays. Conclusion, selon le Témoin, Amadou Ba déroule, l'opposition est bloquée. Coiffé de sa casquette de Premier ministre et avec tous les moyens de l'État, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar déroule tranquillement sa pré-campagne électorale. Pendant ce temps, les leaders de l'opposition, en tournée à l'intérieur du pays, voient leur cortège dispersé, voire gazé. L'info fait le même constat et parle de pré-campagne des inégalités. À la une du quotidien Les Échos, coalition Yewwi Askan Wi, Khalifa Sall et Moussa Tine complètement écartés. Selon mon confrère, la conférence des leaders a créé un autre groupe WhatsApp pour se débarrasser d'eux. Les réunions continuent de plus belle et une rencontre est prévue avec les ambassadeurs de l'Union européenne. Un coup d'œil dans Enquête. Le journal braque ses projecteurs sur la grande mosquée de Tivavone. Un chef-d'œuvre architectural. Amadou Ba a visité hier les chantiers de la grande mosquée qui sera une merveille. Piloté par Mohamedou Makhtar Cissé, les travaux sont menés en mode fast-track. Le journal Enquête renseigne que la superficie totale de la mosquée a été portée à 24 000 mètres carrés avec le nouveau projet. Les sports pour boucler, Iliman Ndiaye en vedette dans Record et dans Stade. C'est à propos de la Ligue Europa avec le match Ajax d'Amsterdam, Olympique de Marseille, prévu à 19h. Test grandeur nature pour Iliman selon Record. Iliman Ndiaye pour éteindre la crise, s'exclame le quotidien Stade. Le réveil attendu du Lyon à l'Ajax se montrait décisif avant le classique au parc. À vos kiosques et bonne lecture. Electronic Corp, avec sa marque Enduro, l'endurance de la qualité, vous a offert votre revue de presse. À 12h33, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. À la rédaction en chef El Hadj Ndiogou Diène, à la coordination Mam Astou Kane, à la mise en onde Alioune Ba, digital Maïssa Mbaye, à la production Abdou Thiam. À 13h, vous avez rendez-vous avec Fama Dione pour le grand journal en Wolof. Dans un instant, le journal du Gamou à la présentation El Hadj Ndiogou Diène. Excellente suite des programmes. Au revoir. مختار في القلم